Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, rapidement, un petit mot sur le cabinet, donc Coecha Conseil, cabinet en gestion de patrimoine. On a un peu plus de 20 ans d'existence. On est spécialisé sur le suivi patrimonial du chef d'entreprise et profession libérale. On a en parallèle des activités importantes liées à l'immobilier, promotion, lotissement, agence immobilière et foncière. Et depuis 2 ans, on est aussi présent sur les traitements de déchets médicaux, dans la mesure où on a racheté 2 structures sur cette activité il y a 2 ans et en début d'année. Donc voilà pour le groupe. En parallèle, moi je suis administrateur du MEDEF et président de la commission financement et fiscalité depuis 4 ans maintenant. Donc l'objet de la présentation de ce jour, alors, juste que je comprenne comment je reviens sur le diaporama quand même. Voilà. Donc l'objet de la présentation de ce jour, c'est de faire un peu un point plutôt économique sur la situation. Alors pas tellement sur les mesures en tant que telles, mais sur comprendre comment les grands mécanismes économiques ont pu et se sont mis en place dans le cadre de cette crise, quelles vont être les conséquences et les implications pour les ménages, et notamment pour les chefs d'entreprise, et comment appréhender tout ça en termes de sortie. Et puis, l'autre point important, c'est de répondre à des questions toutes basiques du style, est-ce que demain, les banques vont faire faillite? Est-ce que je vais avoir une saisie sur mes comptes? Enfin, ce genre de questions que les gens se posent et où, de temps en temps, on peut avoir un fake news sur des réseaux sociaux qui vont colporter des choses complètement aberrantes et qui vont faire le buzz et où les gens vont s'affoler en ayant l'impression que il y a des choses catastrophiques qui vont arriver, etc. Donc voilà un petit peu le but. On s'appuie beaucoup dans le cadre de cette analyse sur les préconisations d'une société qui s'appelle Instiset, qui est le conseil auprès d'à peu près 80% des caisses de retraite en France sur l'analyse économique et qu'est-ce que ces caisses de retraite et comment ces caisses de retraite vont investir leurs fonds. C'est-à-dire que les caisses de retraite ont une problématique, elles ont une trésorerie, enfin, elles ont des actifs aujourd'hui, elles ont de l'argent qui rentre tous les mois par le biais des cotisations retraite et tous les mois elles doivent aussi reverser de l'argent aux retraités. Et tout ça, dans le temps, évolue avec la pyramide des âges, etc. Donc, ils ont une visibilité assez fine de ce qu'ils vont avoir. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a une gestion encore plus fine qui doit se faire sur les actifs de ces caisses de retraite pour faire en sorte de valoriser au mieux les sommes qui sont investies. Donc, le rôle de l'Instiset, c'est d'anticiper tout ça et de dire comment, à l'instant T, il faut placer les sommes d'argent. Du fait qu'ils ont un effectif d'économistes, d'actuaires, etc., ils sont amenés à faire beaucoup d'études pour le FMI, la Banque mondiale, sur des études de prospective économique, financière, etc. Donc en général, leur vision et leur analyse des crises est plutôt intéressante pour savoir un peu où on en est en termes de situation. Voilà, donc première slide et qui est importante et je trouve que dans le contexte actuel on a tendance un peu à l'occulter, c'est s'imaginer juste ce qui serait passé si la France et les gouvernements en règle générale, en tout cas pour ce qui nous concerne pour l'État français, si on n'avait pas mis en place le report des échéances fiscales et sociales, le report des prêts, parce que même si le report des prêts est mis en place par les banques, c'est quand même l'État qui a obligé les banques à le mettre en place immédiatement au moment de l'état d'urgence et de la crise du Covid. Le chômage partiel instruit et payé en un temps record. Et puis, bien entendu, le PGE, l'avance jusqu'à un quart du chiffre d'affaires annuel pour les entreprises pour leur permettre de passer cette difficulté en termes de trésorerie. Dans quelle situation on serait si ça n'avait pas été mis en place? La réponse, elle est relativement simple. Ce serait 1929 Empire. D'accord. Donc aujourd'hui, il est super important. On peut effectivement tous avoir chacun notre opinion sur comment la crise a été traitée d'un point de vue sanitaire, les masques, le dépistage, le confinement ou pas confinement, le modèle suédois, le modèle français, etc. Tout ça, chacun a sa version et personne ne peut savoir quelle est vraiment la meilleure solution étant donné qu'on est sur une crise qui est
juste extraordinaire et juste unique. Par contre, il y a un point sur lequel on peut considérer que l'État a joué son rôle et de manière intelligente et efficace, c'est sur les aspects économiques. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est important de mettre ça en préambule parce que je trouve qu'on l'occulte beaucoup et aujourd'hui, on ne serait pas là en train de faire un webinaire tous ensemble. Si tout ça n'avait pas été mis en place, je pense certains d'entre nous, on aurait commencé à se mettre à l'agriculture pour voir combien de temps mettre une tomate pour pousser pour qu'on puisse nourrir la famille. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Point important globalement, dans les prévisions de croissance, donc on sait qu'on va avoir une récession très importante cette année, on va voir les chiffres un peu plus en avant dans les slides, et une reprise en 2021 essentiellement portée par les pays émergents. On va voir ça aussi un petit peu plus en détail, un peu plus en avant. Juste une aparté, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, autant que ce soit interactif, plutôt qu'on compile tout à la fin de la conférence. Donc, aujourd'hui, il y a 3 mesures principales qui ont eu des répercussions économiques. La quarantaine, l'interdiction et les restrictions de voyager et la fermeture des espaces publics. Tout ça, ça induit des effets sur ce qu'on va appeler l'offre économique et la demande économique. L'offre, c'est quoi? C'est les agents économiques qui vont proposer des services et des biens. Donc, en l'occurrence, dans le cas de la quarantaine, eh ben, on ferme les usines. Pardon? Donc, on ferme les usines et on produit moins de services, donc l'activité économique est ralentie. Et il suffit au même moment. Oui, une question? Au, au même moment, la demande est elle aussi fortement ralentie parce qu'il y a un manque de confiance lié à la quarantaine et une relation qui fait que les ménages vont consommer beaucoup moins. L'interdiction de restriction de voyager, bah, c'est une réduction totale de la fourniture de services et avec des établissements qui sont fermés et en face des touristes ou des hommes d'affaires qui ne voyagent plus et qui du coup ne peuvent pas remplir les hôtels, la restauration et ainsi de suite. La fermeture des espaces publics, eh ben, c'est tout ce qui va entraîner l'arrêt de tout ce qui est lié à la culture, aux activités sportives, aussi bien en termes d'infrastructure d'un côté que de demande des utilisateurs, vu que quelqu'un, même si les théâtres étaient ouverts, les ménages n'iraient pas au théâtre de peur d'attraper le virus du fait de la proximité. Alors, le point intéressant, c'est les prévisions de croissance d'après le FMI à fin avril 2020. Vous avez la première colonne sur la gauche qui est la croissance qui a été répertoriée en 2019. Donc 2,9 pour l'ensemble de la planète, 1,7% pour les pays développés et 3,7 pour les pays émergents ou dits non développés. En 2020, l'économie mondiale, c'est moins 3% de récession, moins 6 pour les pays développés et moins 1 pour les pays moins développés. On sait que les pays développés vont porter un tribut beaucoup plus lourd en termes de croissance et de récession, en termes de récession économique, du fait que leur économie a été plus fortement impactée compte tenu fermeture des usines, consommation, etc. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2021, on a une reprise qui est assez rapide, qui est à 5,8% sur l'ensemble de la planète, qui est à 4,5% pour les pays développés et à 6,6% pour les pays émergents. C'est-à-dire que globalement, alors, on ne va pas refaire les 3/4 de la hausse de la perte en 2021, parce que quand on perd 6%, quand on réaugmente de 6%, ça n'est pas zéro. C'est-à-dire que j'ai 100, j'ai perdu 6%, je descends à 94. Quand je remultiplie 94 par 6%, ça ne fait pas 100, ça fait 98 et des poussières. Donc globalement, on va reprendre entre la moitié et les 2/3 de la perte de PIB économique en 2020 sur 2021. Et bien entendu, ça va se poursuivre sur 2022. Alors, sachant que ces prévisions partent sur des scénarios réalistes au niveau des aspects sanitaires. C'est-à-dire que
une petite deuxième vague et puis de reprise du virus et éventuellement de confinement plus ou moins partiel, mais on ne part pas sur des scénarios de catastrophes épidémiques, comme ça pourrait être le cas s'il s'avère que l'ouverture du déconfinement ou le déconfinement progressif ramenait une seconde vague ou une troisième vague d'ampleur importante. Ça intègre aussi le fait qu'il y aura inévitablement des avancées sanitaires en termes de médicaments, de vaccins et ainsi de suite. Mais déjà, la chose qui est importante, c'est de voir qu'on a un retour de la croissance quand même assez rapidement et qui fait qu'il y a quand même un effet rebond. Ces mêmes chiffres pris cette fois-ci sur les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc États-Unis, 2,9 de croissance en 2018, 2,3 en 2017, moins 5,9 cette année et 4,7 de reprise théorique en 2021. L'Europe, un peu plus fortement touchée, moins 7,1 et on remonte pour 4,8 l'année qui suit. Et la Chine, elle, tombe à 1,2 de croissance alors qu'elle était aux alentours de 6 les années précédentes, mais elle remonte à 9,2 derrière. C'est quand même le pays qui s'en sort le mieux parce que il a été touché avant que l'ensemble de l'économie le soit, donc il a été moins impacté par la problématique de l'arrêt de l'économie internationale. Derrière, ça a été quand même limité à une zone géographique particulière, donc ça a permis au reste du pays de continuer à fonctionner. Et puis surtout, ils ont eu un confinement extrêmement strict qui a permis de retrouver une activité pseudo-normale à ce jour. Forcément, en termes économiques, le prix à payer est quand même bien moins. Un point important sur le marché du pétrole, donc se rendre compte quand même avec une courbe qui part à partir de 2015, qui montre quand même les fonds auxquels on est arrivé avec le pic il y a une ou deux semaines au moment où on avait des problèmes de stockage sur le pétrole, donc un effondrement total des cours. Un point important quand même, c'est que historiquement, à chaque fois qu'il y a une crise pétrolière, on a les marchés boursiers qui gagnent à minima 15% après un choc pétrolier. Donc c'est un indice intéressant parce que ça permet de montrer que la crise pétrolière est souvent corrélée à une reprise économique a posteriori. Donc pas de raison que ça ne se passe pas de la même manière pour cette fois. L'évolution des taux d'intérêt, donc on l'a vu dans le cas de la BCE, les taux n'ont pas bougé pour une raison très simple, c'est qu'ils étaient déjà négatifs, donc la BCE n'allait pas les mettre à un niveau encore moindre. Donc on est resté à des taux négatifs de manière à permettre le rebond et la poursuite d'une reprise économique, dans la mesure où quand les taux d'intérêt sont très bas, les capacités d'emprunt des ménages et des entreprises, le coût du recours à l'emprunt est inférieur et ça aide à une reprise économique. Donc surtout, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est de baisser les taux. Dans le cadre de la Fed, la Banque centrale américaine, c'est aussi ce qu'elle a fait très rapidement, puisque au bout de quelques jours, elle a baissé de manière drastique ses taux pour les approcher de zéro aussi, alors que les taux étaient positifs aux États-Unis pour justement favoriser la relance de l'économie. Au niveau des banques centrales, ce qui est important de comprendre, c'est les moyens colossaux qui ont été mis en place pour favoriser et soutenir l'économie. Première de ces mesures, le quantitative easing. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le quantitative easing, c'est une mesure que les banques centrales ont mis en place à partir de 2009, quand il y a eu le krach Lehman Brothers, pour qu'elles soutiennent les marchés boursiers, les marchés financiers, en achetant tous les mois, tous les jours pendant tous les mois, des stocks d'actions, d'obligations, de l'ensemble des titres qu'on peut retrouver sur les marchés financiers pour soutenir les marchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des tensions sur des obligations d'État, sur des actions particulières, la Fed ou la BCE ou la Banque du Japon, les différentes banques centrales des grands pays de cette planète, viennent acheter les titres, et ce qui a pendant des années permis aussi une sorte de dopage artificiel des marchés boursiers qui, depuis 2009, n'ont jamais eu d'année négative, ont été positifs chaque année avec souvent des performances assez conséquentes. Et tout ça a été non pas poussé par les résultats des entreprises
comme ça devrait l'être. On parlait croissance d'entreprise, mais aussi artificiellement par des volumes d'achat qui arrivaient tous les jours sur les marchés boursiers qui poussaient à remonter. Ces dernières années, le quantitative easing a été fortement réduit, avec même normalement le fait que ça devait complètement s'arrêter vu que ce n'était plus une nécessité. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, avant la crise du Covid, on était quand même encore à 20 milliards pour la BCE d'achats mensuels. Dans le cas du Covid, eh ben, ces montants, soit 240 milliards annuels, c'est une enveloppe de 120 milliards, soit la moitié de ce qui était prévu, qui a été rajouté pour soutenir les marchés. Et avec un point important, c'est que la BCE a précisé qu'elle achèterait les titres qu'elle souhaiterait comme elle le voudrait et sans respecter l'allocation pays par pays comme elle est censée le faire. C'est quand même une banque européenne, elle n'est pas censée acheter pour 80% d'actions du marché luxembourgeois quand il va peser que 5% des encours total. D'accord. Donc elle peut s'affranchir et décider que ponctuellement elle va racheter beaucoup de titres sur le marché italien, du moment qu'au terme de son programme, elle a rétabli les équilibres entre les différents pays. Elle a prévu aussi une enveloppe de 750 milliards d'euros supplémentaires pour des achats d'obligations d'urgence, dans le cas où ça devrait se faire sentir. Tout ça, c'est largement résumé par la phrase que Christine Lagarde a déclarée lors de plusieurs entretiens d'interviews médiatiques. Des temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires. Il n'y a pas de limite à notre engagement en faveur de l'euro. Tout est dit avec cette simple phrase. Au niveau des autres pays, on est sur des montants colossaux globalement. Alors là, on ne parle pas de la BCE, mais on parle plus globalement de l'ensemble de ce que l'État a décidé d'injecter avec la crise Covid. Donc les États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars, soit presque 10% du PIB, et plus du double de ce qui avait été décaissé pour la crise 2008-2009 de Lehman Brothers. L'Espagne, c'est 200 milliards. La France, c'est 100, plus 300 milliards de garanties publiques pour PGE. C'est-à-dire que sur la table, elle met réellement 100 et elle peut être appelée demain pour 300 milliards dans la mesure où l'ensemble des boîtes qui ont souscrit le PGE viendraient à faire faillite. Bon, c'est assez. Il y a peu de chances qu'on y soit, donc on peut considérer que la vraie dépense, elle est de 100 milliards et après, il y aura peut-être 10 ou 20% des 300 milliards qui seront appelés dans le temps. L'Allemagne pour 1100 milliards, c'est quand même assez étonnant de voir ce que l'Allemagne a pu mettre comme montant complètement colossaux et bien plus important par exemple ce qu'on a pu faire en France. Le Royaume-Uni, 330 milliards de livres, Japon 190. Donc on se rend bien compte que tous les pays ont vraiment mis des sommes colossales et la France n'est pas forcément celui qui en a mis le plus. Donc c'est assez intéressant de comparer un petit peu les chiffres. Malgré le contexte compliqué des Corona-bonds, vous savez, ces fameuses obligations européennes que les petits pays moins vertueux ont essayé de faire mettre en place au niveau européen, sur lequel ils ont eu un refus de la part des pays vertueux que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques. Il y a quand même une flexibilité qui a été mise en place, notamment sur tous les critères budgétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a accepté qu'on puisse ne pas respecter les critères d'endettement mensuel, de déficit annuel, de déficit budgétaire ou de dette par rapport au PIB, qui étaient des critères absolument indérogeables dans le passé, et tout d'un coup, ça devient des limites qui ne sont plus tenues, qui ne sont plus à respecter, qui permettent d'avoir une politique beaucoup plus agressive et de mettre autant d'argent dans l'économie, ce qui était juste inenvisageable dans le passé. Donc, tous les pays de la planète sont dans la même situation. Ça veut dire que globalement, finalement, ces sommes colossales qui ont été mises en place, ce n'est pas une augmentation des impôts. Vous l'avez bien vu, hein, à aucun moment depuis presque 2 mois maintenant que la crise a commencé, on a parlé d'augmentation d'impôts. Il n'y a eu aucun texte de loi qui est passé en disant que le taux d'IR ou le taux d'IS ou la TVA ou la CSG prenait 1, 2, 3 ou 5 points de plus. Ce n'est pas spécialement l'endettement. L'État n'a pas augmenté spécifiquement son endettement. De toute façon, aujourd'hui, aller émettre des obligations de manière conséquente, il faudrait aussi trouver en face les investisseurs pour en acheter. Donc, dans le contexte actuel, ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce que l'État a fait? Alors, il n'a pas diminué les dépenses, hein, ça, il ne faut pas rêver. On n'est pas dans un dessin animé. Donc, la seule solution qu'il avait, c'était la planche à billets.
La planche à billets, ça veut dire quoi? C'est les banques centrales qui émettent de la monnaie. Donc, c'est exactement ce qu'elles ont fait dans le slide précédent. Les 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards dont on parle en euros, en dollars, c'est de la monnaie supplémentaire qu'on met dans l'économie. Alors, quand je dis de la monnaie, c'est pas forcément des billets de 500 euros comme si on jouait au Monopoly, mais c'est de la masse monétaire qu'on augmente et que vous allez retrouver indirectement par le remboursement de votre chômage partiel, par le PGE qui est mis en place. Tout cet argent-là, il vient de cette masse monétaire supplémentaire qu'on a créée. Alors le problème quand on augmente la masse monétaire comme ça, c'est que globalement, pour que les répercussions soient moindres, il faut pouvoir le faire à un moment où tous les pays vont le faire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, même Maurice à côté, tout le monde fonctionne avec la planche à billets. Ça veut dire qu'on augmente tous notre masse monétaire. À partir du moment où on le fait tous ensemble, les répercussions sont moins problématiques pays par pays. Si je prends un exemple, pour ceux qui ont connu l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, donc pouvoir économique socialiste et communiste, on ouvre les vannes, on augmente la durée on réduit la durée de travail, on augmente les salaires, on augmente le SMIC, on augmente les retraites. On a un grand programme de nationalisation, on rachète des entreprises, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Qu'est-ce qui se passe pour le faire? On augmente les impôts, on emprunte et on augmente la planche à billets. Résultat des courses, le franc est dévalué parce que j'ai plus de masse monétaire que les autres pays. Et ma monnaie perd de la valeur et du coup, je suis avec une monnaie faible par rapport à mes principaux partenaires économiques que sont mes voisins et les grands pays de ce monde. Ça, c'est donc quelque chose qui est problématique quand on est le seul à le faire. Aujourd'hui, comme tout le monde le fait en même temps, c'est beaucoup moins gênant. Et l'idée des pouvoirs publics, c'est quoi? C'est de dire derrière, on laisse déraper un petit peu l'inflation, alors pas comme l'inflation que nos parents ont pu connaître à 10, 12, 14%, mais une inflation maîtrisée à 3, 4%. Et puis finalement, si on a injecté 20 ou 25% de masse monétaire en plus dans le circuit économique, si j'ai une inflation de 4%, en 5 ans, cette masse monétaire, elle est rattrapée par l'inflation qui va éroder artificiellement la masse d'argent qui est dans le circuit. Donc, toute la problématique, ensuite, elle va être de dire si on a de l'inflation, ça peut aussi vouloir dire que les taux d'intérêt risquent de remonter. Or, l'objectif de l'État, c'est que les taux restent négatifs pour que la dette qu'il a et qui va augmenter quand même de manière inconséquente à cause de la crise, même s'il aura fait tourner la planche à billets, c'est de continuer à payer des taux d'intérêt négatifs pour que sa dette ne lui coûte rien et qu'il ait un avantage certain par rapport à des taux d'intérêt qui remonteraient à 2, 3 ou 4% et qui lui coûteraient un bras pour financer son déficit. Donc, ça va être vraiment le subtil équilibre à trouver entre des taux d'intérêt négatifs pour que l'État paye sa dette le moins cher possible et un petit peu d'inflation pour absorber la création de monnaie qu'on aura lancée en 2020. Donc là, il faudra vraiment, là ce sera le rôle des ministres des Finances et des patrons des banques centrales pour essayer de trouver un cocktail dosé de manière scientifique pour arriver exactement à cette problématique. Donc, je vous fais un parallèle avec la crise des Gilets jaunes qui est intéressant parce que vous vous souvenez, on va mettre de côté l'aspect politique, c'est-à-dire se dire, en admettant qu'on ait eu un gouvernement qui avait envie de répondre favorablement à la crise des Gilets jaunes et satisfaire une grande partie des velléités de cette action populaire de masse. On a bien vu qu'in fine, les budgets qui ont été mis en place pour répondre aux Gilets jaunes ont été extrêmement faibles par rapport aux sommes dont on parle là aujourd'hui pour le Covid 2019. La raison, elle est justement extrêmement simple, c'est que l'État n'avait pas de marge de manœuvre. À ce moment-là, le problème des Gilets jaunes, c'est un problème franco-français. L'Allemagne, l'Espagne, l'ensemble des pays européens, les États-Unis, la Chine, personne n'est confronté à ce problème-là. Donc, si la France veut décaisser des milliards pour favoriser les velléités des Gilets jaunes, sa seule possibilité, c'est de s'endetter ou d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses. S'endetter, elle est déjà au maximum avec des critères de Maastricht européens qu'elle n'arrive pas à maîtriser en temps normal, donc aller rajouter des dépenses pour ça, c'est juste impossible.
Augmenter les impôts, bon, je ne vous cache pas, on est tous bien placés pour savoir qu'on est déjà au maximum, donc le faire encore, on connaît l'adage, l'impôt tue l'impôt, plus d'impôt tue l'impôt. Là, on est clairement dedans, donc possibilité très réduite. Réduire les dépenses de l'État, bon, on passe, hein, on n'a aujourd'hui aucun gouvernement de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite ou du centre qui sont capables de le faire. On a des lobbies en France qui empêchent toute réduction de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est un vœu pieux que de croire qu'on pourrait réduire le train de vie d'État. Donc globalement, la conclusion, c'est qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et tout ça, pourquoi? Parce que justement, à ce moment-là, faire jouer la planche à billets avec une banque centrale qui est une banque centrale européenne sur laquelle je n'ai pas la main en tant que pays, c'était juste impossible. Donc la crise des Gilets jaunes, elle est intéressante pour montrer le fait qu'on est dans une crise nationale sur laquelle on n'a plus la main. Et de l'autre côté, aujourd'hui, le Covid, c'est une crise internationale, tout le monde est touché, donc on peut réagir de manière commune. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer après? Après, on l'a vu, la croissance va revenir. Il est clair que le gouvernement, enfin les gouvernements en règle générale, notamment ceux des pays européens, ont pour la première fois une possibilité de refaire de la relance budgétaire, c'est-à-dire favoriser le développement des infrastructures, les dépenses d'État pour améliorer les gares, les routes, les hôpitaux, bien sûr, parce que la santé, compte tenu de la crise du Covid, va être un enjeu central et prioritaire qui va devoir être pensé. Et puis, bien entendu, après, des politiques. Alors tout ça, ça contribue au développement de l'économie, parce que l'État améliore ses infrastructures, donc ça crée de la dépense, ça crée de l'amélioration des investissements, donc ça fait tourner les entreprises. Et puis ensuite, des politiques incitatives fiscales. Alors, le premier secteur auquel on pense, c'est le BTP, donc forcément des politiques de défiscalisation immobilière comme on en a eu sans cesse dans les années 80-90. Donc là, ce serait l'occasion pour pouvoir en faire une plutôt d'ampleur et non pas quelque chose de très limité comme les derniers dispositifs type Pinel. Une défiscalisation certainement de l'apport d'argent en haut de bilan, en capitaux propres dans les entreprises. C'est de dire si demain vous mettez de l'argent dans les entreprises, vous avez une réduction d'impôt ou une déduction fiscale relativement conséquente, et ça permet de venir renforcer des sociétés qui étaient déjà fragilisées en fonds propres et qui le seront encore plus avec la crise, et peut-être par ce biais-là d'avoir une source d'argent extérieur pour rembourser les PGE qui ont été mis en place et toutes les aides qui auront pu être proposées. Et puis ensuite, certainement un dispositif de suramortissement des investissements des entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise qui achète une machine, au lieu de l'amortir sur 5 ans ou 6 ans, comme c'est le cas classique, peut en amortir 80 ou 100% la première année et avoir un avantage fiscal pour que ça puisse aller plus rapidement. Donc, ça, c'est ce à quoi on s'attend. On a déjà des annonces, pas plus tard que hier et avant-hier, comme quoi on aura une grande loi de relance économique en septembre-octobre, sur lequel les gouvernements sont en train de travailler. Donc, ça va complètement dans le sens de ce qui est écrit là. Ces relances budgétaires, par contre, elles seront financées par de l'emprunt. D'accord, c'est le principe. Là, la planche à billets ne fonctionnera plus. On sera plus sur de l'emprunt massif. Et ensuite, une fois que ces relances auront apporté leurs fruits en termes de développement économique, c'est là qu'on risque de voir arriver les politiques d'augmentation d'impôts où les gouvernements mettront certainement en place des augmentations d'impôts pour tirer le profit d'un retour de croissance et d'économie que ces différentes politiques auront pu apporter. Tout ça, quand vous regardez aujourd'hui, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure au début de l'entretien sur le fait qu'on n'a pas entendu une seule déclaration nous parlant d'une augmentation des impôts, etc. Même le sacro-saint ISF, qui est quand même le sujet qu'on remet à chaque fois sur le tapis dès qu'il y a besoin de trouver de l'argent et qui peut être un peu une solution, entre guillemets, de solidarité nationale, enfin perçue comme telle, en tout cas de la part du grand public, même le retour de l'ISF n'a pas été envisagé, enfin n'a pas été mentionné. Ça montre quand même que la problématique d'augmentation d'impôts, c'est pas du tout ce que le gouvernement envisage à court terme. Voilà, donc là, voilà un petit peu l'exposé sur la partie économique. Vous avez peut-être des questions là-dessus avant qu'on passe après sur les points plus ponctuels du style est-ce qu'une banque va faire faillite ou ce genre de choses?
Non, pas de question. Bon. Moi, j'ai une petite Donc, question. oui, Raj, je veux bien. oui. En fait, tu as peut-être exprimé, mais juste, moi, je vois l'Allemagne qui met 1000 milliards et nous, on met 100 milliards. Et je me dis, est-ce que Mhm. du coup, ce genre de. Là, du coup, j'imagine, je fantasme, hein, mais c'est comme si l'État m'avait donné 10 fois plus d'aide aux Ouais. Allemands qu'à nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un déséquilibre économique? Est-ce que ça aurait pas été malin de donner plein de thunes là pour que les boîtes allemandes vont écraser les boîtes françaises, quoi? Bah, écoute, alors première chose, c'est que je ne sais pas exactement les 1000 milliards de l'Allemagne en quoi ils se décomposent. Est-ce que là-dedans, c'est comme en France, est-ce que c'est que de l'aide directe ou est-ce que là-dedans il y a de la garantie aussi? Parce que on peut considérer que la France a donné 400 si j'intègre les 300 de garantie. Peut-être que dans les 1000 milliards, je ne suis pas rentré dans les détails là-dessus pour savoir comment c'était composé. Après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que pourquoi est-ce que l'Allemagne met 1000 milliards? C'est que l'Allemagne, contrairement à la France, ces 2 dernières années, elle est en excédent budgétaire. D'accord. Ça veut dire qu'elle a gagné de l'argent chaque année sur le train de vie de l'État, alors que nous, on fait qu'en dépenser. Donc, et elle avait déjà une dette par rapport à l'ensemble du PIB bien moindre. Donc, en plus, au lieu de creuser sa dette, elle n'a fait que la diminuer. Donc, ça veut dire que dans des périodes comme ça où ça va très mal, bah, c'est comme une entreprise qui a de la trésor, qui a peu d'endettement, par rapport à une qui est en perte et qui a un gros endettement. Bah, quand tu vas mal, celle qui a du cash et qui gère bien, elle a une capacité de rebond qui est beaucoup plus puissante que les autres. Si je peux D'accord. juste, excusez-moi, Oui. si j'ai vécu en Allemagne et je peux juste partager mon expérience aussi, c'est que je pense que l'Allemagne a moins de budget pour accompagner au jour le jour en période normale, hors crise, a Mhm. moins d'aide et d'accompagnement, que ce soit auprès des foyers ou que ce soit des TPE ou que ce soit des entreprises. Donc en fait, pour moi, il y a un gap là, c'est-à-dire que ces 100 milliards que la France a donné en plus dans la période, ou 100 milliards ou 100 plus 300 dans cette période de crise, mais effectivement, l'Allemagne, en période normale, a beaucoup moins de systèmes d'accompagnement. Ce qui Pour moi, il y explique a aussi qu'elle est justement peut-être pas de déficit budgétaire. exact. Oui, oui, tout à fait. Après, aujourd'hui, globalement, le pays qui va profiter de l'aubaine, pour moi, c'est pas véritablement l'Allemagne, c'est la Chine. Parce que la Chine, ce qui est quand même fou, c'est que c'est quand même eux qui sont. Alors bon, on verra ce que nous dira le futur par rapport à cette histoire, savoir d'où vient le virus, etc. Mais enfin bon, globalement, en attendant, il y a une chose qui est sûre, c'est que physiquement, c'est bien quand même là-bas que ça a commencé. Donc, ils sont le premier pays qui a été concerné. Ils l'ont refilé à l'ensemble de la planète. Et in fine, ils vont se retrouver avec les boîtes les plus solides qui auront le mieux passé la crise, avec des moyens colossaux et qui pourront poursuivre dans leur stratégie de route de la soie et compagnie, de venir tout simplement prendre des positions sur les entreprises étrangères. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, dans les choses qui ont été mises en avant, on a vu qu'il y avait pas mal de choses aussi sur la protection des entreprises nationales pour qu'on ne profite pas de leur affaiblissement lié au contexte, pour que demain on n'ait pas la moitié de notre tissu économique de grandes entreprises qui soient bouffées par la Chine. Ouais, ça peut aller au-delà de ça d'ailleurs, hein, Bien parce sûr. que ça peut aller au-delà en disant, bah, écoutez, moi je veux bien vous prêter de l'argent, je veux bien vous amener des cautions. Par contre, bah, vous me réindustrialisez, vous rapatriez une partie de votre production sur l'Europe ou sur la France, enfin, sur la France et l'Europe. Mais je pense que c'est sûr, la Chine ne perdra pas dans l'histoire. Et, Ça et au pire, et au pire, sera et au toujours pire, la gagnant. Chine. Et, Mais pour autant, il n'est pas sûr qu'on soit les plus gros perdants en Europe là-dessus, bizarrement. Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit espoir là-dessus. Pas sûr que les Américains soient les plus gagnants dans le lot. Alors, sur la partie américaine, nous, on a une activité aux États-Unis, hein, on fait de l'immobilier là-bas, et là, on a aujourd'hui 4 chantiers en cours sur la Floride. Ce qui est assez étonnant, c'est que même s'ils ont mis beaucoup d'argent, l'application concrète des aides, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur New York, on a des restaurateurs et des magasins comme locataires qu'on a régulièrement au téléphone pour savoir
comment ça se passe par rapport au loyer, etc. Ils ont tous fait des demandes d'aide auxquelles ils ont légalement droit, avec les dépôts de dossiers, etc. Sauf qu'à ce jour, ils ont touché 0. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on a une administration qui est quand même pas super bien structurée, qui va pas très vite, qui est débordée par l'ampleur du séisme. Et dans la pratique, et ben, finalement, même si sur le tapis, ils ont mis l'argent, cet argent met du temps à arriver sur les comptes de manière pragmatique parce que l'opérationnel est compliqué. Nous, ce qu'il faut quand même regarder aujourd'hui, par exemple, typiquement, le fait d'avoir confié la gestion du PGE aux banques. Alors bon, il y a eu pas mal de retours sur le fait que les banques n'étaient pas assez rapides, qu'elles demandaient trop de pièces, que c'était un petit peu lourd. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour une banque comme la Bred à La Réunion, elle a fait sur un mois l'équivalent de 18 mois de production de crédit en temps normal. D'accord? Avec quand même du personnel qui est en télé. Alors, je ne suis pas banquier, j'ai aucun intérêt dans la Bred ou dans n'importe quelle banque qu'elle soit. Mais je reconnais quand même que sur cette période, entre du personnel en télétravail et du personnel en arrêt maladie, pour ceux qui n'ont pas voulu reprendre le boulot, ils ont quand même été plutôt bons avec une mise en place des PGE qui a été pas trop mauvaise dans l'ensemble, compte tenu du nombre de dossiers qui ont été demandés. Et moi, quand je compare avec ce que je vois sur les US, ben, aux États-Unis, même si on a des mesures un peu similaires, dans la pratique, l'application est compliquée. Et on le voit après, à contrario. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur nos chantiers, tous les intervenants bossent parce qu'ils ont une peur bleue du chômage, de l'après, et qu'ils préfèrent aujourd'hui poursuivre leur activité parce qu'ils sont très inquiets sur la période post-crise. Mais ça se comprend aux États-Unis parce qu'en fait, il y a deux types d'aides. Il y a des aides fédérales et des aides d'État. Donc, si tu parles de New York, New York. Et donc, en fait, c'est la problématique, c'est que l'État fédéral dit, OK, je soutiens financièrement, mais je soutiens pas forcément directement les entreprises. Je soutiens les États, je soutiens les organisations. Et c'est le jeu des dominos, quoi. Il faut que j'aille récupérer l'argent auprès de l'État fédéral qui me l'envoie et ensuite moi je peux éventuellement, en dehors de ce que je suis capable de financer plus de choses. Et effectivement, le gros problème c'est l'administration, parce que là aussi j'ai une administration d'État et une administration fédérale, et là ça complique beaucoup le sujet. Tout à fait. C'est la même chose au Canada, hein, c'est le même problème. Alors, sur les questions diverses, les banques et les assureurs vont-ils faire faillite? Alors, c'est une question que j'ai eu pas mal au début de la crise et puis maintenant, quand même de moins en moins. Bon, les assureurs, je pense que vous avez tous vu que ça va plutôt bien pour eux. Leur marché est pas tellement menacé, même sur la partie assurance de santé. Donc, ils font plutôt partie des secteurs qui on continue à encaisser des cotisations, notamment voitures, IARD, etc., avec beaucoup moins de sinistres qu'en face. Les banques, globalement, elles sont mises à contribution par l'État, entre guillemets, gratuitement par rapport au PGE, sauf qu'elles ont quand même trouvé des moyens d'en tirer profit. Je veux pour preuve pas l'agressivité, mais comment dire, l'engouement qu'ils ont eu sur la plupart des dossiers PGE à essayer de vendre systématiquement une ADI, une assurance décès invalidité, en complément du PGE, ce qui n'est absolument pas une obligation, sous le prétexte du devoir de conseil, mais facturé relativement cher. Je crois qu'il y en a qui font de la prévoyance assurance dans les participants d'aujourd'hui, à 0,70 par an le coût d'une assurance décès. Je pense que la banque fait une opération qui n'est pas forcément mauvaise pour elle. Bon, en tout cas, globalement, eux, leur business model n'est pas remis en cause et il n'y a aucune raison aujourd'hui de penser que ça puisse aller mal. Bon, on a vu des alertes, notamment là, sur la Société Générale, qui a publié son résultat trimestriel qui n'est pas terrible, mais lié essentiellement à des pertes sur
l'activité de produits structurés, on est quand même toujours bien au-dessus des ratios de réglementaires et de fonds propres, donc qui font que pour moi aujourd'hui, c'est pas une question à l'ordre du jour. D'autant que si ça devait aller mal, on fait clairement, les banques et les compagnies d'assurance font clairement partie des secteurs prioritaires de l'État et sur lesquels l'État s'est engagé à intervenir s'il y avait un souci, comme ça pourrait l'être sur Air France, sur Valorec, pièces détachées de voitures ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, clairement, je reprends l'exemple du PGE, envisager la mise en place du PGE sans les banquiers, c'était juste quelque chose d'absolument impossible. Donc voilà, donc ça pour moi c'est typiquement le genre de fake news qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et dénaturé de tout fondement. Ensuite, il y avait, alors c'est lié, hein, le risque de ponctionnement de l'État sur les comptes bancaires, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous aviez connaissance, en 2011-2012, Chypre avait à l'époque un matin d'un lendemain de week-end bloqué tous les excédents qui étaient au-dessus d'une certaine somme sur tous les comptes bancaires. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une crise importante, budgétaire et autres, on se dit, ah tiens, est-ce que demain l'État va pas venir me piquer ce qui dépasse au-delà d'un certain montant sur mes comptes bancaires, mes placements, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, pareil, le faire, ça veut dire clairement dire aux ménages, aux acteurs économiques qu'on n'a plus confiance dans le système bancaire, ça veut dire que tout le monde enlèverait son argent et on fonctionnerait comment avec une économie de troc? Enfin, c'est juste impensable dans le contexte actuel au moment où on a besoin de redémarrer. Et plus spécifiquement par rapport au syndrome Chypre, Chypre, comme je le rappelle à chaque fois, c'était sur des montants conséquents au-dessus d'un certain solde et ça touchait très massivement toutes les sociétés offshore détenues par les Russes. D'accord? Donc à l'époque, l'idée du gouvernement chypriote, ça a été de récupérer à bon compte l'argent noir de la mafia russe et on pouvait difficilement envisager que le lendemain, il y allait y avoir une manifestation dans la rue, des gens se plaignant par rapport à ça. Donc c'était vraiment un contexte très spécifique que seul Chypre pouvait se permettre du fait de la présence de comptes offshore de manière très importante sur son territoire. Voilà, donc ça c'était juste 3 questions que j'ai assez régulièrement et que je reprends à la fin des exposés parce que ça répond à des questions qui me sont souvent posées par des gens qui ont entendu dire que et qui ont vu ou lu ou entendu des news pas forcément rassurantes. Voilà, j'en ai terminé en ce qui me concerne. Donc la conclusion de tout ça, c'est de dire qu'on peut être confiant malgré tout pour l'avenir, hein, que pour ceux qui sont chefs d'entreprise, je pense que croire en ses activités et continuer à investir dans sa société, c'est un fondement qui correspond à la vision qu'on doit avoir de l'avenir avec cette crise. Et puis pour ceux dont ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est peut-être un moment intéressant aussi pour regarder les marchés financiers en règle générale.